Bienvenue à tous pour ce webinaire qui s'intitule «Pourquoi et comment réguler les excès du numérique?». Ce webinaire est organisé par le MFQM Pays de la Loire, donc je vous présenterai tout à l'heure notre réseau, très rapidement en une petite minute. Et puis ce webinaire est animé par Fabien Lambert de Nantes Métropole. Donc Fabien a déjà animé plusieurs webinaires pour le MFQM qui ont tous eu énormément de succès. Vous pouvez retrouver les replays de ces webinaires sur notre chaîne YouTube. Ils avaient d'autres thématiques, mais vous pouvez aller les consulter, ils sont aussi très intéressants. Et puis Fabien se présentera tout à l'heure, mais en tout cas, merci d'avoir accepté à nouveau d'intervenir pour ce webinaire pour le MFQM. Avec plaisir. Donc en quelques mots, le MFQM donc, veut dire Mouvement français qualité et management. C'est un réseau d'entreprises basé sur la région Pays de la Loire. On compte 200 entreprises et organisations au sein de notre réseau. Et donc la particularité, c'est que les entreprises sont de secteurs d'activité différents et de toute taille. Donc les échanges, lorsqu'il y en a, sont vraiment très riches entre les adhérents. On organise une quarantaine d'événements par an, donc sur différents formats. On organise des visites d'entreprise, des matinales, donc des webinaires comme celui-ci, et puis des Focus Day. Donc on a un programme de rencontres en fait qui est établi sur toute une année. Donc vous pouvez consulter les rencontres qui ont lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Elles sont encore disponibles. Et donc on organise à peu près 40 événements, donc c'est un programme très riche. Et on aborde différentes thématiques qui sont liées à la performance globale des organisations. Donc par exemple le management, la RSE, la qualité du vie au travail, les ressources humaines, l'amélioration continue, etc. Donc vous pouvez consulter toutes nos rencontres sur notre site internet. Et puis la particularité de notre réseau, c'est que lorsqu'une entreprise nous rejoint, c'est bien l'ensemble des salariés qui sont couverts par l'adhésion et qui donc peuvent participer à nos rencontres, puisque comme vous avez vu, les thématiques sont très variées, donc plusieurs métiers peuvent s'y retrouver dans les sujets que l'on aborde. Voilà, donc Fabien, je te passe la main et puis je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Delphine. Bien, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je vais à mon tour partager mon écran. Je vous demande quelques secondes. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? C'est bon, oui. Ça va? N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Delphine est aux aguets si jamais il doit y avoir un souci. Réguler les excès du numérique, pourquoi et comment? Je m'aperçois en relisant le titre que bon, on va y aller avec modestie quand même, hein, parce que le sujet est vaste pour le coup. Je vais quand même me présenter en deux mots avant qu'on se lance dans la partie. Delphine le disait, donc je suis aujourd'hui en poste à Nantes Métropole, en charge de l'appui au management, accompagnement de managers. Avant ça, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'innovation managériale. Avant ça, j'étais manager pendant à peu près une dizaine d'années de services techniques. Encore avant ça, j'étais chargé de mission développement durable et puis j'ai une formation de biologiste biochimiste. Voilà, c'est juste pour planter le décor très, très rapidement et j'enchaîne immédiatement. Et puis comme il est un peu tôt quand même, on est encore en début de matinée, je me suis dit ce matin que peut-être c'était bien de s'échauffer, donc je vous propose quelques dingbats. Les dingbats, ce sont des rébus graphiques derrière lesquels se cache un nom de film, une expression, un mot, peu importe. Donc, je vais vous inviter à vous échauffer sur vos claviers et à vous précipiter sur le chat, notamment pour vous demander de me dire ce qui se cache derrière ce premier dingbat. N'hésitez pas du coup à répondre dans le chat. Une expression qui se cache derrière ce rébus graphique. Alors il y a Étienne qui dit c'est l'arbre qui cache la forêt. Super, bravo Étienne. C'était qu'un échauffement, donc on passe au deuxième rébus graphique. Ça cogite. Oui, ça cogite. Il y a une personne qui dit passage souterrain. Oui, bravo. C'était relativement simple finalement. Celui-ci? Plusieurs personnes disent il y a de l'orage dans l'air. Super.
Et enfin, un petit dernier. Aurélie dit un jour sans fin. Bravo. Ah non, moi, je vois que vous êtes extrêmement chaud là. On est bien parti. Donc, on est échauffé sur le chat. Vous pourrez participer par la suite. C'est parti, on démarre. Et je vais démarrer par vous dire ce que je ne vais pas faire. En l'occurrence, donc, je vous rappelle, il s'agit de la thématique réguler les excès du numérique, pourquoi et comment. Il est bien évident que je ne vais pas vous proposer un retour à la lampe à huile. Un monsieur haut placé nous a déjà dit qu'il ne fallait pas le faire en plus. Je ne vais pas vous proposer non plus une retraite digital détox dans un monastère bouddhique au Népal. C'est pas le sujet. Pourquoi? D'abord parce que évidemment que le numérique est très utile. Ça va presque de soi. Le numérique a permis l'automatisation des tâches pénibles, a permis d'augmenter les capacités de calcul de manière considérable, a permis des mouvements sociaux pour plus de démocratie, a permis, que sais-je, le travail collaboratif, a permis l'auto-formation, auquel je crois beaucoup, a permis des progrès fulgurants dans la santé, etc. etc. Donc, pas de souci, n'ayez crainte, j'ai tout à fait conscience de ça. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point pour lequel je ne vous proposerai pas un retour à la lampe à huile, c'est que de toute façon, c'est trop tard. Et ça, par contre, c'est peut-être problématique, je ne sais pas, mais de toute façon, le numérique s'impose à nous. Le numérique s'impose à nous, évidemment, dans la vie privée. Bon, il n'y a pas longtemps que j'ai un téléphone portable. Je me suis très vite aperçu que ne pas avoir de téléphone portable était problématique à bien des égards, y compris avec ma banque, par exemple. Et puis, il s'impose bien évidemment dans la vie professionnelle. Et le numérique vient se nicher partout, d'ailleurs, dans la vie professionnelle, y compris dans des métiers de terrain pour lesquels on pourrait penser qu'il n'y a pas tant de numérique que ça. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler en tant que manager dans la gestion des déchets. Eh bien, les reapers, donc les gens qui collectent les déchets sur le terrain, sont confrontés au numérique de manière très très forte. Les camions sont bourrés d'électronique embarquée, aussi bien pour des raisons de sécurité que de suivi quantitatif ou qualitatif. Les managers de proximité ont des tablettes pour faire remonter les informations, etc., etc. Donc le numérique est partout, y compris là, on pourrait penser qu'il ne se loge pas. Ça, c'était le premier point. Je ne vous parlerai pas non plus du numérique forcément dans le contexte de crise qu'on vient de passer, et notamment sur la thématique télétravail à outrance et qui a été surdéveloppée ces derniers mois. Pourquoi? Parce que, le sujet a été 1000 fois traité, même s'il est encore récent. En fait, il y a une avalanche d'articles et de commentaires qui sont sur les réseaux aujourd'hui, sur Internet en tout cas. Et puis deuxième point, c'est moi je pense pas que ce soit un révélateur de quoi que ce soit en réalité. La crise a éventuellement été un accélérateur de l'utilisation du numérique, mais un révélateur, j'en suis pas du tout sûr. Moi je pense que le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien. Alors quand je dis problème, je devrais dire problématique après tout pour pas porter immédiatement un jugement. Mais voilà, moi je pense pas que ce soit directement lié à la crise. Et puis, dernier point que je ne vais pas faire, c'est passer un temps fou sur la question de comment mieux gérer ses mails. Parce que là encore, il y a des dizaines et des dizaines de guides qui existent en ligne et qui sont faciles à télécharger et qu'on peut trouver assez facilement. Et puis par ailleurs, il n'y a pas forcément de plus-value, à mon sens, de vous donner un guide de bonne pratique alors qu'on peut encore une fois le trouver ailleurs. Ce qui m'intéresse, moi, plutôt en général dans les conférences, c'est d'essayer de faire un petit pas de côté et de prendre un peu de hauteur pour plutôt développer la réflexion que d'avoir des outils tout faits, même si, bien évidemment, parce que je sais que ça a été aussi présenté comme ça dans l'annonce du webinaire, je présenterai quand même en dernière partie quelques outils et quelques pistes pour se libérer de tout ça. Et mieux vivre avec le numérique, si je puis dire. Donc je disais, moi, il me semble que l'intérêt, c'est de prendre un peu de hauteur et de réfléchir ensemble. En quoi le numérique est une problématique majeure aujourd'hui dans le monde du travail? Je dis bien une problématique. On est en droit de penser que c'est un problème ou pas, mais c'est une problématique, en tout cas, dont il faut se saisir. Qu'est-ce qui est venu modifier finalement en profondeur le numérique dans nos organisations, dans nos façons de faire? Et quelles sont je vais employer le terme, les pathologies émergentes dans les organisations du travail notamment. Donc c'est un peu ces sujets-là qu'on va aborder. Et d'ailleurs, si je vous dis numérique, quel mot vous vient à l'esprit? Tiens, s'il vous plaît, si vous pouvez me mettre un ou deux mots simplement dans le chat. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis numérique? Maintenant que vous êtes chaud bouillant sur les claviers, là, on ne devrait pas avoir de problème. Je laisse Delphine nous faire part des mots que vous aurez choisis. Alors, il y a... Oula, alors attends, j'ai perdu ma fenêtre. Donc, il y a ordinateur, écran, Internet, logiciel, digital, plusieurs fois, toile, données, hacker, nombre aussi, plusieurs fois. Nombre, d'accord.
Après, Ça ça marche. revient. Ouais. Ah Merci. oui, nombre, c'était pour le chiffre 0,1, je pense, pour Ouais, les j'imagine, ouais. données. Ouais. Téléphone aussi. Téléphone. Mot-clé, je crois. Mot-clé, on va le voir ensemble, effectivement. Quelqu'un qui a mis tendance et une autre personne surchauffe aussi. Intéressant. Ah ah. Alors, pour ne rien vous cacher, j'avais jamais fait cet exercice, hein. Je m'attendais effectivement à davantage de mots qui seraient plutôt avec une connotation soit positive, soit négative. Là, vous étiez plutôt sur des mots assez neutres, écran, ordinateur, logiciel, digital, donc c'est intéressant, qui se rapporte aussi beaucoup à l'outil. Et on va aborder ce sujet-là, justement, la question de l'outil et de l'utilisation qu'on en fait, bien entendu. Merci pour ce petit exercice. Je vais vous demander maintenant de répondre au sondage que Delphine ou Cécile, qui nous accompagne également, mais qui est caché, va pouvoir lancer. À savoir, consulter mon smartphone est l'une des premières choses que je fais au réveil. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux pour vous, bien entendu, hein, dans votre situation? Consulter mon smartphone est l'une des premières choses que je fais au réveil. Les sondages sont anonymes, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Alors, de mon côté, je n'ai pas vu sur l'avancée des sondages, hein, donc je laisse complètement Cécile ou Delphine gérer la chose et nous Donc afficher les résultats. Cécile va mettre fin. Ouais. Si jamais vous n'avez pas pu répondre, vous pouvez le mettre dans le chat. Ah, effectivement. Alors, je me note juste pour info. 56% pour qui c'est vrai, c'est-à-dire qui consultent leur smartphone dès le réveil. Ok, merci beaucoup Cécile. 56%. On a 63% des Français aujourd'hui pour qui c'est la première chose qu'ils font de la journée, consulter le smartphone, et c'est aussi la dernière chose qu'ils font dans leur journée, 63% des Français. Alors, je vais vous donner pas mal de chiffres, j'essaierai de pas trop en donner quand même, mais au cours de ce webinaire, très sincèrement, c'est compliqué parfois d'aller chercher le bon chiffre. Il y a des sources assez différentes. Moi, j'ai creusé un peu dans tous les sens en préparant ce webinaire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que la tendance, par contre, et les ordres de grandeur sont les mêmes partout. Donc, il est possible que vous trouviez des chiffres différents et que ce soit un peu contestable. C'est pas très important à mon sens. Ce qui est important, c'est la tendance que ça nous donne. Donc 63% des Français sont concernés par ce phénomène, à savoir la dernière chose qu'ils font de la journée, c'est consulter leur smartphone, et la première chose qu'ils font de la journée, c'est consulter leur smartphone. 4 Français sur 10 aujourd'hui, 4 Français sur 10 consultent leur outil numérique au lit. 27% des Français consultent leur outil numérique la nuit. Donc la nuit, je dis bien la nuit, au moment où normalement ils devraient être en sommeil. 52% des Français dorment avec le portable allumé à proximité de leur lit. Il faut savoir qu'une étude a été menée et qu'on a observé que ces personnes qui dorment, et qui sont donc majoritaires en France, hein, et qui dorment avec leur portable allumé à côté de leur lit, dorment en moyenne 47 minutes de moins que les autres. La source là est importante puisque c'est l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Quand on connaît l'importance du sommeil, je vous invite à réfléchir. Je vous avais dit qu'on allait réfléchir ensemble et que c'est l'un des objectifs. Je vous invite vraiment à réfléchir aux chiffres que je vous lance pour que ça ne soit pas que des chiffres et des statistiques, mais de réfléchir à l'impact que ça peut avoir. Le sommeil est fondamental pour l'être humain, hein. Donc se priver de sommeil par le fait d'utiliser de l'outil numérique, est susceptible de nous interroger. On va faire un nouveau sondage. Ah, j'ai un petit bug. Voilà. Il m'arrive parfois d'entendre vibrer mon smartphone alors que ce n'est pas le cas. Vrai ou faux? On peut lancer le sondage, s'il te plaît, Cécile. Merci. Il m'arrive parfois d'entendre vibrer mon smartphone alors que ce n'est pas le cas. Donc pareil, s'il y a des personnes pour qui le sondage ne fonctionne pas, vous pouvez répondre dans le chat. Ah, c'est rassurant. Donc le sondage est arrivé, on est à 72% de personnes pour qui ce n'est pas vrai et ça concerne 28% des personnes. Donc un peu plus d'un quart du coup des personnes qui sont ici présentes. On n'est bien sûr absolument pas sur un échantillon représentatif, hein, ça va de soi. La preuve, puisqu'il se trouve que 70 à 90% des utilisateurs de smartphones entendent vibrer ou sonner leur smartphone régulièrement alors qu'ils ne vibrent pas ou qu'ils ne sonnent pas.
Ça s'appelle, ce phénomène, les signaux fantômes. Vous voyez que j'ai mis un petit signal médical à gauche. Je parlais de pathologie tout à l'heure. Alors là, on n'est pas sur une pathologie, en l'occurrence, à proprement parler, telle qu'on pourrait la définir d'un point de vue médical. Mais bon, on a quand même des travaux de psychologues de plus en plus importants sur la question. Je pense aux travaux, si vous voulez, quelques sources, notamment de personnes qui s'appellent Larry Rosen, par exemple, ou bien Alex Blasinski. Je pourrais donner des références éventuellement en fin de webinaire. Ce sont des chercheurs, hein, l'un de l'Université de Californie, l'autre de l'Université de Sydney, qui ont beaucoup travaillé ces questions-là et qui nous disent notamment que le cerveau est sans cesse en train d'anticiper un appel. Donc il y a vraiment un lien entre le niveau de stress et puis le fait d'avoir ce smartphone dans notre poche et qu'on s'attend toujours à ce qu'il soit en train de sonner ou à recueillir une information et surtout on ne voudrait pas louper cette information-là. Ça, j'y reviendrai également tout à l'heure. Les signaux fantômes. On va continuer avec un petit sondage, à nouveau. Je consulte souvent mon smartphone sans raison particulière. Là, c'est plus éloquent pour le coup. 78% des personnes consultent leur smartphone sans raison particulière. Ce qui est intéressant, et je ne veux pas du tout paraître hautain ou désagréable, c'est qu'en plus, il y a plein de fois où on ne s'en rend pas compte. Donc, on ne répond pas qu'on le consulte de façon très régulière. Il y a aussi, pour le coup, des études sur le sujet. Bien évidemment, je pense que ça arrive à beaucoup d'entre vous hein, de prendre le smartphone, de regarder, de le remettre dans la poche et puis de même pas savoir ce qu'on a vu sur le smartphone, quoi. En France, les smartphones sont consultés toutes les 4 minutes et demie environ. Alors là encore, c'est un peu variable au niveau des chiffres, mais toutes les 4 minutes et demie. Ça veut dire plus de 220 fois par jour pendant la période où on est éveillé. Plus de 220 fois par jour, on consulte son smartphone. On appelle ça des vérifications compulsives, le checking compulsif, ça nous vient de l'anglais. Je ne vais pas forcément aller plus loin, je pense que la démonstration se suffit à elle-même. Et je vous parle maintenant d'une autre pathologie, pardon si le mot n'est pas complètement approprié, quoique, on va le voir, à savoir la nomophobie. La nomophobie, ça vient de l'anglais no mobile phone phobia. D'accord ? C'est la peur excessive d'être séparé de son smartphone. Une étude toute récente, qui date de cette année, 2021, de l'UFC Que Choisir, nous disent que 70% des utilisateurs peuvent être considérés comme dépendants. 70% des utilisateurs peuvent être considérés comme dépendants. De plus en plus de psychologues suggèrent d'intégrer la nomophobie donc, dans le DSM. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le DSM, c'est Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders en anglais. Peu importe, c'est le manuel international qui recense les troubles mentaux. Il y avait un super article, un super Science et Vie il y a quelques années sur ce sujet-là, pour information. À l'époque où Science et Vie tenait encore la route. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je le pense. Voilà, donc les psychologues commencent à se dire que ça vaut le coup d'étudier la question d'intégrer du coup cette pathologie dans le fameux DSM. C'est quand même extrêmement intéressant. Je pense que vous le savez toutes et tous, mais réfléchissons à ça. Les outils numériques sont conçus pour être addictifs. Ils sont conçus pour. Il y a aujourd'hui une science qui s'appelle la captologie. Vous avez probablement entendu parler de l'économie de l'attention également. En fait, les outils sont conçus pour développer dans notre cerveau le fameux circuit de la récompense. Ce système-là a d'ailleurs été dénoncé par l'ancien philosophe produit, c'est comme ça qu'il l'appelait de chez Google, qui s'appelle Tristan Harris, et qui a vraiment travaillé sur la question. Il y a également des travaux d'une personne qui s'appelle Lorraine Fouché, qui était journaliste au Monde, en fait, qui a démontré un peu et qui a essayé d'investiguer cette mécanique-là de captation de l'attention qui est complètement créée par les designers des applications diverses et variées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience. Les outils sont conçus pour provoquer une addiction. C'est absolument fondamental. Autre pathologie, j'ose encore employer le mot, c'est ce qu'on appelle en anglais l'oversharing, ou en français on pourrait dire le partage compulsif. Oui, donc je disais l'oversharing, on peut le traduire par le partage compulsif, effectivement, hein, mes pieds à la plage, mon plat au resto, etc., pardon, et je ne sais pas à quel moment le son a coupé, donc je reprends, et puis je disais, mais quel lien avec le travail finalement? Bien, c'est que le numérique a changé notre société et que le monde du travail est dans cette société. Et d'ailleurs, il y a une plus grande porosité aujourd'hui entre la vie privée et puis la vie professionnelle du fait du numérique. L'idée, c'est pas de vous dire
c'était mieux avant ou c'était moins bien. Moi, je me souviens que dans mon premier job, par exemple, je me souviens encore, j'avais un téléphone fixe et j'avais une forme de culpabilité à passer un coup de fil sur mon lieu de travail quand il s'agissait d'un coup de fil personnel. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. On a le téléphone portable avec ses réseaux sociaux qui sont personnels, qui sont sur notre bureau et ça choque plus personne. Encore une fois, je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais ce qui est important de voir, c'est que ça correspond en tout cas à un changement profond et rapide. Je dis bien un changement profond et un changement rapide. Ça veut dire que ce truc-là, il faut le manager. Voilà. Et pas seulement sur une question d'intergénération. D'ailleurs, on a des clichés aujourd'hui sur l'intergénérationnel et le lien avec le numérique. Ce matin, au petit déjeuner, je lisais un article de Courrier International, qui expliquait qu'en Chine, il y a un fléau qui est en train de se développer, c'est l'addiction des seniors au numérique. Et en fait, les enfants reprochent à leurs parents aujourd'hui d'être complètement addicts au numérique. Ça pose de sérieux problèmes en Chine aujourd'hui. Je le disais, l'idée pour moi, c'est pas de vous dire c'était mieux avant ou c'est moins bien avant, mais c'est de se dire on est bien dans un changement profond et rapide, avec des vraies conséquences sur nos organisations de travail et sur les relations entre les individus. Donc ça veut dire que ça se manage. Voilà, d'où le sujet de ce jour, en fait. Alors, on me dit souvent, finalement, la question du numérique, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème d'usage. On parle toujours des mésusages du numérique. Moi, je me pose la question quand même. C'est-à-dire qu'on a une grosse différence entre les outils analogiques et les outils numériques, je pense. Un outil analogique, c'est votre marteau. Vous utilisez votre marteau, vous plantez un clou. Une fois que vous posez votre marteau, il ne se passe plus rien. Ce n'est pas du tout la même chose si vous envoyez un post sur un réseau social ou si vous envoyez un mail. Ce mail, il continue de vivre. Il est reçu de mille et une manières, il peut être transmis, etc., etc. Donc moi, je crois que la question s'appréhende différemment entre outils analogiques et outils numériques. Par ailleurs, le numérique modifie la manière dont les individus vivent ensemble. En fait, c'est vraiment très prégnant. Je pourrais l'illustrer de mille et une manières. C'est ce que Durkheim appelait un fait social, en réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment pas seulement un problème d'usage. Je vois Delphine qui s'inquiète. Ça va toujours le son? Il n'y a pas de souci? Oui, c'était autre chose. Ouais, ça va. Bon, super. Donc voilà, c'est vraiment pas, à mon sens, seulement un problème d'usage. La problématique, c'est pas seulement la question du rapport que l'homme entretient avec la technologie, à mon sens, ça va même plus loin que ça. Ce qui se joue, c'est le rapport de l'homme à l'homme au travers de la technologie. Et ça me tient vraiment à cœur. Donc résoudre les problèmes liés au numérique, pour moi, ça passe par l'homme, ça passe pas par la technologie. Ça passe par poser la question de la qualité de nos relations de travail au travers de ces outils-là qui sont venus modifier profondément cette qualité des relations de travail. Je pense que les outils sont ce qu'on appelle des pièges séduisants. En fait, on a envie d'utiliser les nouveaux outils numériques. J'ai encore eu un exemple dans une réunion pas plus tard qu'hier. Souvenez-vous du fameux PowerPoint, le PowerPoint qui s'est transformé en des trucs complètement imbuvables avec 40 000 diaporamas pleines de texte, etc. et qui n'avaient plus aucun sens. On avait envie d'utiliser PowerPoint quand il est arrivé sur le marché. De la même manière, aujourd'hui, on a envie d'utiliser toutes ces nouvelles applis, tous ces nouveaux outils numériques. Encore une fois, ce sont des pièges séduisants. Voilà. On l'a vu notamment beaucoup avec le travail collaboratif durant la période de télétravail liée à la crise. Il y a une phrase que j'aime bien aussi, qui n'est pas de moi, qui est le fait qu'on a transformé l'adage qui consistait à dire « quand on veut, on peut » en un adage qui est « quand on peut, on veut ». Comme on peut accéder au dernier logiciel, au dernier outil numérique, on veut l'utiliser parce que c'est sexy, c'est plutôt sympa, il est très attrayant. Oui, il est conçu pour, en l'occurrence. Donc on est passé maintenant dans un adage qui serait plutôt « quand on peut, on veut ». Quand un nouvel outil apparaît, moi j'ai le sentiment qu'on se dit tout de suite, en tout cas on se pose la question de comment on va l'utiliser. Moi je trouve que la question qui serait intéressante de se poser, c'est plutôt que de se demander ce que le manager peut faire avec ce nouvel outil, demandons-nous un peu ce que ces outils font au management. Faisons un pas de côté en renversant un petit peu notre logique de pensée. Ce qui veut dire aussi que pour moi la question avec l'arrivée du numérique, c'est pas seulement de se former à l'utilisation des nouveaux outils, encore que les formations sont, à mon sens, beaucoup trop insuffisantes. C'est-à-dire on sait très très mal utiliser les nouveaux outils qui arrivent. Mais ce n'est pas seulement, encore une fois, se former à ces nouveaux outils, c'est se former à leurs enjeux et à leurs impacts sur nos organisations de travail et sur la qualité de nos relations. Ouais. Petit sondage à nouveau, si vous voulez bien reprendre vos claviers. Au travail, j'ai l'impression de manquer de temps. Alors plutôt souvent, plutôt parfois, plutôt jamais.
suspense. Souvent 44%, parfois 44%, jamais 11%. Je tire mon coup de chapeau à ceux qui ont répondu jamais, c'est super, il n'y a aucune ironie, hein, c'est vraiment chouette de ne pas avoir cette problématique-là. Donc souvent 44%. Effectivement, alors c'est un phénomène très étudié, cette question-là du temps, hein. Je l'ai qualifié ici d'accélération du temps. Bon, c'est pas, évidemment, c'est une formulation probablement très imparfaite. Mais je le disais, c'est un phénomène très étudié. Il y a des travaux notamment de Hartmut Rosa, que vous connaissez peut-être, qui est un philosophe et sociologue allemand, qui parle de l'accélération sociale. Il y a une phrase de François Ansermet également, qui est psychanalyste, que j'aime beaucoup, et qui dit, et je vous demande d'être attentif, les choses qui se présentent vont plus vite que celles qui se représentent. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est un peu dépassé finalement. La chose nous dépasse. On n'arrive pas à mesurer, on n'arrive pas à embrasser la complexité et l'ampleur des changements qui sont nés du numérique. En gros, sur une partie des choses, en lien avec le numérique, on n'a plus le contrôle. Et je crois qu'on peut le dire comme ça, hein. Nicole Aubert, qui est sociologue et psychologue, dit également « la vitesse s'est emparée du temps ». Ça veut dire vraiment que le système est plus fort. Pardon de le dire comme ça peut paraître un peu provocateur, mais j'entendais encore en préparant ce webinaire une interview d'un ancien ponte de chez Twitter qui disait « mais aujourd'hui, il est impossible techniquement et financièrement de modérer l'ensemble des propos haineux sur Twitter. On ne sait pas le faire. » Ça veut dire que ben voilà, le système est là, il y a ces propos haineux qui continuent de se déverser, de toute façon, on ne sait rien faire contre, ou en tout cas de manière assez marginale. Sur France Culture, récemment, j'entendais un expert de la Silicon Valley qui disait « le système est devenu plus fort que ceux qui l'ont créé. » Le système est devenu plus fort que ceux qui l'ont créé. Voilà. Dans Courrier International, que j'ai déjà cité tout à l'heure, j'ai lu un article qui disait que 30 milliards de données avaient été piratées en 2020. Alors, peu importe les chiffres, parce qu'on ne voit pas ce que ça représente. Simplement, c'est supérieur au total des 15 dernières années. Le fait que là, il y a eu une forte accélération du numérique pendant la crise fait qu'on a un total en un an de données piratées qui est supérieur aux 15 dernières années. Vous avez toutes et tous entendu parler des fameux rançongiciels, hein, les ransomware. On a eu, et puis des pannes également, hein, sur Orange, par exemple, avec les numéros d'urgence. On a eu une attaque qui a concerné aussi bien la Maison-Blanche que CNN, que New York Times, que Le Monde même, hein, en France. On a le fameux oléoduc aux États-Unis qui a été piraté avec le soupçon de Biden sur un piratage issu de la Russie. On a les hôpitaux qui ont été très piratés ces derniers mois et ces dernières années. Ça a explosé avec tout un tas d'objets connectés dans les hôpitaux, etc. etc. Moi, j'ai mon frère qui est directeur financier d'une ville de 50 000 habitants qui s'est fait pirater également son système informatique. Voilà, bref. Tout ça pour vous dire qu'on a également beaucoup d'experts qui nous disent qu'un bug à plus ou moins grande échelle est forcément inévitable. On en a d'ailleurs déjà observé pas mal et on va continuer d'en observer. Et donc, ça veut dire aussi que c'est une question à nouveau qui concerne fortement nos organisations du travail, puisque nos organisations du travail sont concernées par d'éventuels bugs de grande ampleur. J'entendais quelqu'un dire également récemment que la sécurité d'une chaîne est liée à son maillon le plus faible. Or, on est de plus en plus connectés. Donc ce maillon le plus faible est susceptible en fait de concerner de plus en plus de réseaux interconnectés. Donc le risque augmente au fur et à mesure que le temps passe. Sachant que c'est que le début, puisque arrive la 5G et arrive ce qu'on appelle les IoT, les Internet of Things, les objets connectés. Voilà. Donc cette question-là mérite aussi d'être mise sur la table et mérite qu'on s'interroge. Ça, c'était pour dire que le système nous échappe en partie. Maintenant, si on revient à la question de l'accélération du temps que j'évoquais, Nicole Aubert, que j'ai déjà cité, évoque 3 grandes époques pour évoquer le temps. Première époque, qu'on connaît bien, la métaphore du fleuve, du sablier, à savoir le temps s'écoule. Deuxième époque, plutôt l'époque de l'avènement du capitalisme, la notion de possession. J'ai le temps, je perds mon temps, je prends mon temps, je gagne du temps. C'est le time is money de Benjamin Franklin, hein, le temps c'est de l'argent. Et puis la troisième phase, c'est l'accélération et la pression. Avec 3 façons nouvelles de vivre le temps aujourd'hui. Elle évoque 1, l'instantanéité, 2, l'immédiateté, c'est-à-dire que le fait que l'instantanéité provoque une normalisation de l'exigence de l'immédiateté, si vous me suivez. C'est-à-dire que ce côté instantané, ça vient provoquer le fait que c'est normal d'avoir une exigence d'immédiateté sans arrêt. Tout devient urgent. Et c'est le 3e point, c'est l'urgence. Je vous invite à lorgner également du côté des travaux de Paul Virilio, qui est urbaniste, essayiste, qui décédé, je crois, il y a quelques années maintenant, hein, qui disait les moyens de communication abolissent toute durée.
Donc toujours dans cette notion d'accélération du temps. Il y a également Georges Vigarello qui a sorti un bouquin il y a quelques mois sur l'histoire de la fatigue. Alors je ne l'ai pas parcouru complet, hein, mais du coup j'ai pioché un peu dedans. Et, notamment j'ai vu que le mot surmenage était apparu dans la deuxième moitié du XXe siècle, au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire au moment où la société s'est accélérée. Puis le mot stress qui est apparu en 1936. Et on voit là l'accélération énorme provoquée par le numérique, donc on voit bien que c'est un sujet, y compris dans l'histoire, de comment on fait société ensemble. Hartmut Rosa dit aussi l'accélération technologique a mené à l'accélération effrénée de notre rythme de vie, provoquant un changement social extrêmement rapide et subi. Ça reprend ce que je disais déjà tout à l'heure, rapide et subi. Deux notions qui me sont, à mon sens, clés. Et là, on a un double paradoxe quand on y réfléchit bien. Le numérique nous fait mal, mais on en redemande. Quand je disais subi tout à l'heure, on pourrait parler de la Boétie avec la servitude volontaire. Hein. À mon sens, on est en plein dedans. Donc il nous fait mal, mais on en redemande. Et puis le numérique est fait au départ pour gagner du temps. On veut aller plus vite pour se libérer du temps. Et en fait, on n'en a jamais autant manqué. C'est un vrai double paradoxe. On a le nez dans le guidon, on se dit qu'il y a probablement un mur un peu plus loin, et on pédale de plus en plus vite. C'est un peu ça l'image que je pourrais donner. Sur la question des mails, je vous invite à répondre à ce sondage à nouveau. Au travail, je reçois combien de mails par jour ? Alors, le sondage est en train d'être clôturé. Alors, on a 50% de 10 à 30, moins de 10 mails par jour pour 28%, de 30 à 50 pour 17%, de 50 à 70 mails pour 6%. Donc, personne ne reçoit plus de 70 mails par jour, du coup, là, dans l'Assemblée. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, je suis en train de me dire que le public est aussi peut-être sensibilisé. Parce que du coup, là, alors, bien sûr, statistiquement, c'est pas représentatif. On doit être 25 ou 26, je crois. Mais évidemment, les chiffres sont malheureusement beaucoup plus élevés dans la réalité. Cela dit, je me souviens d'une étude belge, je ne me la suis pas notée là, donc j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais une étude belge récente qui montrait à quel point les gens sous-estimaient le nombre de mails qu'ils recevaient chaque jour. Il y avait c'était un documentaire sur Arte en 2019 qui s'appelait Hyperconnecté, le cerveau en surcharge. Hyperconnecté, le cerveau en surcharge, qui nous disait qu'on passe 30% de notre temps de travail à gérer des mails en moyenne, en fait, en France. Alors pour compléter ce que tu dis, Fabien, il y a plusieurs personnes qui ont mis dans le chat qu'ils étaient aussi très dérangés par Teams, les notifications en fait de groupes de travail en ligne. Super, on va en parler. Merci pour ce témoignage. Parce qu'encore une fois, alors parfois, en préparant d'ailleurs ce webinaire, j'avais l'impression d'enfoncer un peu des portes ouvertes, mais c'est important de reposer ces choses-là, puisque en fait, à un moment donné, on en fait le lot commun, enfin, on en fait un lieu commun. C'est-à-dire que c'est comme ça. On est embêté par nos notifications tous les jours, on reçoit plein de mails tous les jours, et puis bah, c'est tout, on fait avec, quoi. Et donc, l'objectif aussi aujourd'hui, c'est de faire une prise de conscience et de se dire que ce n'est pas forcément une fatalité. Et puis, le sujet est vraiment extrêmement important en réalité. On va reparler de tout ça dans les minutes qui suivent. J'ai participé à la Fabrique du Changement, qui est un événement sur la conduite du changement et l'innovation à Nantes la semaine dernière. Et notamment, un intervenant disait que lui, les chiffres qu'il avançait, c'est que les cadres français passent 5,6 heures par jour à la gestion de leurs mails. Alors là, on est sur un public de cadres, hein, mais 5,6 heures par jour. Donc il y a cette notion aussi avec cet afflux de mails, après avoir abordé l'accélération du temps, cette notion d'infobésité. Hein, c'est une contraction d'information et obésité. On reçoit 10 fois plus d'informations qu'il y a 20 ans aujourd'hui. Il y a un neuroscientifique américain qui s'appelle Adam Gazzaley qui parle d'une crise de la cognition. Il dit notamment en substance que notre cerveau n'a pas pu suivre le rythme des mutations qui sont spectaculaires et très rapides de notre environnement, et notamment l'introduction puis l'omniprésence de la technologie numérique. Notre cerveau n'a pas pu suivre le rythme. Il n'est pas conçu pour ça, en fait, en réalité. Et je réfléchissais et je me dis aussi que la notion de pouvoir et la définition du pouvoir dans nos organisations est aussi modifiée par cette infobésité dont je vous parle là. Elle est bousculée. Oui, parce que jadis, souvenez-vous, celui qui avait le pouvoir, c'était celui qui détenait l'information.
Aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui sait sélectionner l'information, utiliser la bonne information, détecter les fausses informations, etc., etc. Ça vient changer, y compris la notion de pouvoir. Autre chose à laquelle je réfléchissais en préparant ce webinaire, c'est la question de la veille. La veille est devenue à la fois quasiment impossible et indispensable. Si on veut être dans le coup, il faut être toujours à la pointe et voir tout ce qui sort. Et en même temps, on passe un temps fou à faire de la veille, y compris quand on est bien organisé. C'est sans fin. Vous recevez 3 newsletters. Dans chaque newsletter, il y a 3 liens. Dans les 3 liens, chacun renvoie vers 2 liens qui eux-mêmes renvoient vers une petite vidéo qui elle-même fait un rappel vers un réseau social, etc., etc. En fait, il y a une foultitude d'informations dont on ne sait plus comment se départir en réalité. Donc, ça veut dire que faire de la veille, ça devient un métier ou tout au moins une vraie compétence aujourd'hui très, très forte, quoi. Et puis, autre élément de réflexion que j'avais aussi, et ça, je l'ai vécu quand j'étais manager, c'est l'impact, y compris sur les managers de proximité. Et je ne l'ai pas dit, mais je suis également formateur en management. Aujourd'hui, je fais du cumul d'activités. Et j'ai beaucoup de managers qui me parlent de ça. Beaucoup de managers, essentiellement des managers de proximité, hein, qui avec les multicanaux, le fait qu'ils reçoivent des informations dans tous les sens et une quantité de mails impressionnante, me disent qu'ils ne savent plus quoi transmettre à leurs équipes. Et ça, c'est des remontées de terrain, hein, que j'évoque ici. Hein. Ce n'est pas une réflexion personnelle que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que le rôle et les compétences des managers également changent et est impacté par cette question de l'infobésité. Derrière, ça crée des situations de sentiment de moins maîtriser son travail, donc de mal-être au travail, etc. Donc c'est quand même intéressant, encore une fois, de s'arrêter sur ces questions-là et de se dire que c'est des sujets qu'il faut manager, encore une fois. Je vous invite maintenant à me dire combien il y a de R dans la phrase que je vais afficher. Je ne vais pas l'afficher pendant très longtemps, simplement le temps de la lire, mais vous avez le temps de la lire tranquillement quand même. Et ensuite, vous me direz combien il y a de R et seulement après, donc avec Cécile, on lancera le sondage. Je vous invite à lire donc la phrase suivante et à compter le nombre de R. Combien y avait-il de R dans cette phrase? Cécile, s'il te plaît, si tu veux bien envoyer le sondage. Suspense. C'est frustrant de ne pas avoir les barres du sondage qui s'affichent en direct. Moi, j'aime beaucoup ça, mais comme je ne suis pas administrateur. Alors, 58% des personnes ont compté 15 R. Et ensuite, on avait 14, 13 et 12 qui se répartissaient. Très bien, merci. Alors, pour l'anecdote, parce que finalement, on s'en moque un peu, hein, il y avait bel et bien 15 R. Mais vous l'aurez probablement deviné, ce n'était pas forcément l'objet de ma démonstration, puisque je vous demande maintenant qui peut raconter précisément ce que disait cette phrase. Alors, je ne crois pas avoir prévu de sondage pour ça, il ne me semble pas. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat si vous êtes capable, alors sans le faire, hein, mais si vous êtes capable de raconter ce que disait cette phrase. Dites-moi simplement oui ou non dans le chat, tout simplement, s'il vous plaît. Je vois Delphine qui se marre derrière son écran. Je rigole parce que je pense que tu as oublié de compter un R dans ta phrase. Ah mince, c'est pas très grave. Au pire, c'est pas très grave. J'assume mon erreur et je m'en excuse. Mais on vérifiera ça à tête reposée. Oui, oui. J'espère ne pas perdre toute crédibilité avec ce R manquant. Bon, il y a plusieurs personnes qui disent non, ils n'ont pas saisi le sens de la phrase. Bah oui, merci. Et certains un peu. Certains un peu, oui, effectivement. Non, mais on l'aura compris, c'est compliqué. On est toujours dans cette question de l'infobésité. Je vais y revenir dans un instant. J'ai juste pris cette photo d'un écran de télévision sur BFM TV qui vient illustrer aussi cette notion d'infobésité et sur le fait qu'on ne peut pas se concentrer sur tout en même temps. C'est ce qu'on vient de faire à l'instant. C'est-à-dire vous ne pouviez pas vous concentrer sur compter le nombre de R et en même temps vous concentrer sur ce que disait la phrase. Voilà, qui était pourtant une phrase simple, hein, par ailleurs.
Donc, c'était juste cette illustration-là. Et on voit bien que le monde dans lequel on vit nous pousse à ça de plus en plus. Et le numérique nous pousse à ça. Mais typiquement, ce genre d'écran là n'a ni queue ni tête pour le cerveau. Hein. C'est absolument impossible de traiter à la fois les informations de la bourse, l'information que vous voyez en bleu avec France écrit à gauche, une autre information sur l'économie, ce que dit en même temps l'intervenant, et bien souvent on a un petit carré en haut à droite avec encore une autre information ou quelqu'un qui parle ou que sais-je. Enfin, voilà. Ça fait 5, 6, 7 informations dans le même écran et en même temps en simultané, et ça fait pas sens pour notre cerveau. On ne sait pas faire ça en fait. Ça s'appelle le multitasking, cette idée qui est très renforcée par le numérique, qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Encore une fois, j'insiste, le cerveau ne sait pas le faire. Hein. Grâce à l'imagerie cérébrale, maintenant on sait bien démontrer ça. Pensez à l'apprentissage de la conduite, par exemple. Quand vous commencez à apprendre à conduire, vous ne pouvez pas écouter un débat à la radio. C'est impossible. Vous êtes concentré sur votre conduite, sur est-ce que je mets le clignotant, mince, où sont les essuie-glaces, à quel moment je passe la troisième, etc., etc. Et vous ne pouvez pas en même temps écouter un débat à la radio, parce que ce sont deux choses qui demandent de l'attention toutes les deux, en réalité. Si je pousse encore un peu plus loin, une fois que vous avez appris à conduire, vous conduisez très bien, donc vous avez acquis les mécaniques de la conduite comme un réflexe. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurent Bibard qui dit « Nous devenons nos apprentissages ». Donc, nous devenons nos apprentissages, c'est-à-dire qu'on intègre nos apprentissages comme des réflexes. Très bien, donc je sais parfaitement conduire. Je discute avec ma voisine qui est sur le siège passager, donc on a une conversation passionnante, et d'un seul coup, il y a un enfant qui arrive avec un skateboard au coin de la rue. Ben là, vous aurez toutes et tous remarqué que la discussion s'arrête pendant quelques secondes. Voilà, pendant 2-3 secondes, on arrête de discuter, on n'est plus concentré parce qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose auquel il faut que je fasse attention, cet enfant qui arrive avec son skateboard au coin de la rue. On n'est pas capable de maintenir la conversation et en même temps de gérer cette éventuelle menace ou cet éventuel danger de l'enfant qui arrive au coin de la rue. On ne peut pas tout faire en même temps, en réalité. Ça s'appelle le slashing cérébral, si on veut utiliser encore un peu un terme technique. Le problème, c'est qu'on croit qu'on est capable de le faire. On a l'impression qu'on sait le faire. Mais si vous prenez une journée de travail où vous avez fait plein de choses différentes en même temps, à être sur vos réseaux sociaux, en même temps que vos mails, en même temps que vous parliez à quelqu'un, etc., vous vous apercevrez qu'il y a de la fatigue à la fin de la journée, parce que le slashing cérébral provoque de la fatigue. Il y a des erreurs. Alors, il y a plein de tests sur le sujet. Hein. Pour le coup, c'est encore une fois très documenté aujourd'hui. Il y a une baisse de productivité, c'est extrêmement important. Il y a une diminution de la capacité de l'attention. Et puis, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Il y a une loi, parmi les nombreuses lois du temps de travail, qui s'appelle la loi de Carlson, qui dit que le temps perdu à cause d'une interruption d'une tâche est supérieur au temps de l'interruption. Parce qu'à chaque fois qu'on est interrompu, il y a un temps de reconcentration derrière. Donc le multitasking, là, nous fait perdre un temps fou et nous fatigue. Et avec le numérique, le multitasking est partout et tout le temps. 80% des utilisateurs manipulent leur smartphone régulièrement en faisant autre chose en même temps. D'accord. Il y a aussi ce que je crois que c'est Google qui a appelé ça les micro-loisirs en réunion. Vous avez énormément de gens qui maintenant en réunion, dans les petits moments de creux ou si jamais la réunion n'est pas très bien animée, font leurs achats, sont sur leurs réseaux sociaux, traitent leurs mails, etc. etc. D'accord. Pour information et pour l'anecdote, j'ai lu quelque part, je ne suis pas allé vérifier l'information, donc je vous informe de ça avec précaution, qu'il y aurait eu une vente une diminution des ventes de chewing-gum devant les caisses de supermarché, vous savez, ces petits étalages qui sont juste avant le paiement, juste avant la caisse, en fait. A priori, parce que maintenant, on a la tête dans le portable, en fait. On n'a plus la tête qui regarde un peu partout et on se dit plus, tiens, ce petit chewing-gum a l'air très sympa, je vais le prendre. Donc, c'est une info à vérifier, encore une fois. Je ne suis pas allé voir, mais elle est venue jusqu'à moi. Voilà, sur le multitasking, on a vu déjà les signaux fantômes, on a vu les vérifications compulsives, on a vu la nomophobie, la peur excessive d'être séparé de son smartphone. On a vu l'oversharing, le fait de partager tout et tout le temps n'importe comment. Et on va voir maintenant ce qu'on appelle la FOMO. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire la phobie de passer à côté de quelque chose, en fait. La FOMO, elle a notamment été popularisée par, comment s'appelle-t-il, Yuval Noah Harari, celui qui a écrit Sapiens et Homo Deus, qui dit que l'humanité est malade de la FOMO. En parallèle, ça dit aussi que là, on a une vraie diminution de la capacité à porter une présence attentive aux choses. Or, là aussi, il y a beaucoup de travaux, on peut notamment découvrir ça dans la psychologie positive. La capacité qu'on a à être présent dans le moment présent, à porter une attention forte aux choses et aux autres, est l'une des conditions fondamentales du bien-être, et donc y compris au travail. À nouveau, on parle de la qualité de relation à l'autre, en fait. Donc ça pose vraiment question.
J'ai lu également dans Ouest France de ce week-end qui a été distribué à Atlantide, formidable festival de littérature que je vous conseille, que Nadège Larcher, qui est psychologue, dit que les enfants ont perdu 30% de leur capacité de concentration et 1 heure de sommeil. Vous voyez, à nouveau, la question du sommeil se place ici. Les enfants auraient perdu 30% de leur capacité de concentration et 1 heure de sommeil. Ça, c'était pour la FOMO. Je vous en fais une petite dernière, c'est le phubbing. Alors je suis désolé, ça s'appelle comme ça, il y a plein d'anglicismes, mais du coup, c'est pas moi qui les ai inventés, bien entendu. Ça vient de quoi, phubbing? Ça vient de phone, téléphone, et snubbing. Snubbing, c'est snobber, ignorer, on va le dire comme ça, en anglais. Et là, vous connaissez tout ça, en fait, c'est le côté, je suis en train de rédiger mon SMS pendant que l'autre me parle, et inversement. Et c'est rigolo parce qu'on le fait tous, sans forcément d'ailleurs s'en rendre compte, mais ça nous énerve quand l'autre le fait. Si je reviens sur le volet travail, quand vous avez votre chef qui est sur son ordinateur ou sur son téléphone portable pendant que vous lui dites un truc qui est important pour vous, en vrai, ça vous irrite assez fortement, en réalité. On est là dans du phubbing. Hein. Et tout ça, finalement, appartient encore à ce que j'appelais le multitasking tout à l'heure, le multitâche en français. C'est-à-dire on fait plusieurs choses en même temps. Et ça a un vrai impact sur la dégradation de la qualité des relations de travail, j'insiste. Hein. C'est un mot qui apparaît en 2012, hein, déjà, le mot phubbing. Alors, il y a d'autres exemples de phubbing, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je vais éluder cette question-là et on est moins sur le domaine du travail, mais il y a des études qui sont en train de naître sur la question, effectivement, de la relation dans les couples à cause du numérique. On a vu l'accélération du temps, on a vu l'infobésité, on a vu le multitasking et à de nombreuses reprises, je vous ai parlé de la qualité des relations. Il y a un article qui est sorti en 2018 dans la Harvard Business Review, un article de Vivek Murthy, qui est un célèbre chirurgien, pour le coup, aux États-Unis, et qui dit que l'humanité évolue dans l'ère la plus connectée de son histoire, mais le sentiment de solitude, selon lui, aurait doublé depuis les années 80. Melissa Hunt, qui est une chercheuse qui travaille à l'université de Pennsylvanie, dit qu'en limitant à 30 minutes par jour, simplement en limitant à 30 minutes par jour l'utilisation des réseaux sociaux, ça conduit à une diminution significative du sentiment de solitude, de la fameuse FOMO dont je viens de vous parler, et de l'irritabilité. Et encore une fois, je vous donne une source parce que pour moi, les sources sont essentielles en fait. Si je vous fais autant de citations et autant de sources, c'est parce que l'idée, c'est pas d'avoir l'avis de Fabien Lambert. Ça compte pas, l'avis de Fabien Lambert. C'est de se dire que les sciences ont étudié ces questions-là et que du coup, des scientifiques tirent un certain nombre de sonnettes d'alarme. Le rapport Lashman, qui est sorti en 2010, c'est un rapport qui a été commandé à l'époque par le Premier ministre. Donc là, je reviens vraiment sur nos organisations de travail et je colle au plus près de notre sujet. Un rapport sur le bien-être et l'efficacité au travail. Bien, dans ce rapport, on a la phrase suivante. Le numérique cannibalise les relations humaines et crée une confusion entre urgent et important, qui est un rapport d'État, encore une fois. Alors, je ne vais pas aller sur le volet qui concerne moins le travail avec l'affaire Mila, par exemple, et tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux et qui sont juste horribles. Mais sur la qualité de la relation de travail, le sujet est inépuisable. Je pourrais parler du droit au retard aussi, par exemple. C'est-à-dire que, de toute façon, maintenant, on s'autorise à être en retard puisqu'on sait que la personne a son smartphone. Donc déjà, on lui envoie un petit SMS pour dire qu'on sera en retard de 10 minutes. Puis la personne qui nous attend a de quoi s'occuper de toute façon avec son smartphone. Donc voilà. Donc sur la qualité de la relation, on a encore là un impact. Sauf qu'il y a des gens que ça pèse énormément. Moi, j'en rencontre. Je vous le disais, je suis formateur, je me balade un peu partout en France. Et j'ai des gens pour qui c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, ils en ont ras-le-bol de voir leur chef ou leur collaborateur arriver en retard. Sous couvert de, je t'ai envoyé un petit SMS, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, là encore, ça touche à la qualité de la relation. On en parlera tout à l'heure et je vous avais dit que j'en parlerai pas trop, mais bien évidemment, les mails sont une source de tension et d'incompréhension absolument incroyable. Moi, je présente les mails comme un fléau aujourd'hui dans nos organisations. Là encore, c'est pas nouveau. Hein. L'Université de Chicago, en 2005, a fait une étude. Elle a soumis un mail type à différents interlocuteurs. Un mail assez simple. Hein. Les chercheurs qui ont travaillé dans le cadre de cette recherche ont émis comme hypothèse que ce mail serait compris grosso modo par 75% des utilisateurs, qui seraient bien compris, sans erreur de compréhension. La réalité observée, c'est qu'en fait, ce mail n'a été compris réellement que par 56% des destinataires de ce mail. Et il se trouve que par contre, les destinataires de ce mail avaient l'impression de l'avoir compris à hauteur de 90%. Vous voyez, le globi-boulga, c'est-à-dire que les gens ont l'impression de bien comprendre le mail, en vrai, ils ne le comprennent pas, et celui qui l'envoie est persuadé que l'autre va le comprendre. Voilà. Et ça tourne comme ça, et bien sûr, ça crée tout un tas de tensions et d'incompréhensions par la suite dans les relations.
Et on le sait aussi, je parlais de la Fermila, mais il y en a tellement, que le numérique crée une interface artificielle, et y compris au travail, hein, j'insiste, qui permet de se sentir un peu moins vulnérable. J'ai vu, et c'est pas anecdotique, hein, des gens qui font des recadrages par mail, qui envoient des messages très durs, très lourds, très négatifs par mail, effectivement. Je pense très sincèrement que là, on touche à nouveau à une question de formation des managers. Je le disais hein, en introduction de mon propos, moi, quand on me dit numérique, tout de suite, je pense qualité des relations et du coup, sciences humaines et sociales. Et du coup, formation. Le manager ou le collaborateur qui envoie un mail pour faire un recadrage, c'est très probablement parce qu'il ne se sent pas très à l'aise pour faire un recadrage en face à face. Donc, on touche à nouveau à une question de formation. Donc là encore, la question, ce n'est pas le numérique, et ce n'est pas la question uniquement de la formation à l'usage des mails, même si elle est importante, mais c'est la formation au sens plus large des managers et des collaborateurs de manière générale au sein des organisations. J'espère que ça va toujours pour tout le monde. Il m'arrive de consulter mes messages professionnels en dehors des heures de travail. Je pense que c'est le dernier sondage auquel je vais vous demander de vous confronter. Si Cécile peut nous envoyer ce sondage, s'il te plaît, Cécile. Pendant ce temps-là, Fabien, j'en profite, il y a une personne qui demande si tu peux redonner la référence sur l'expérience de Chicago, en lien avec les mails, je pense. Oui, alors je ne suis pas noté les sources là, je pourrais vous la retrouver. C'est une expérience de 2005 à l'université de Chicago, qui donc soumettait, si vous voulez la retrouver, qui soumettait un mail type à différents interlocuteurs et qui a, du coup, je refais le pitch en 2 secondes, hein, les chercheurs émettaient l'hypothèse que ce mail serait compris à hauteur de 75%. La réalité observée a été que le mail a été compris à hauteur de 56%. Et les destinataires du mail, eux, pensaient l'avoir compris à hauteur de 90%. Université de Chicago 2005, si la personne veut la source plus précise, j'irai la retrouver, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un mail, par exemple, ou si elle est sur le réseau LinkedIn, ou passer par toi, Delphine, si c'est nécessaire, mais je retrouverai ça sans problème. J'aurais dû me le noter, je suis désolé. Et en commentaire à ton sondage, il y a une personne qui dit qu'il manque la réponse, pas le choix, ou imposé par le système manager au client. Alors, est-ce que tu peux me la refaire, s'il te plaît, pour pas Alors, parce que la question, c'est, il m'arrive de consulter mes messages professionnels en dehors des heures de travail, et la personne dit qu'il manque la réponse, pas le choix. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Bah oui, vrai sujet, bien sûr. On parlait de dépendance. Oui, oui, mais complètement. Absolument. On l'abordera tout à l'heure, cette question-là. Alors, du coup, il m'arrive de consulter mes messages professionnels en dehors des heures de travail. Vous êtes effectivement extrêmement majoritaire à hauteur de 67%. Du coup, on parlait tout à l'heure, dans mon introduction, je disais en quoi ce que je suis en train de vous dire concerne aussi le travail. Et je vous expliquais que avec l'avènement du numérique, les sphères entre le monde privé, le monde social et le monde professionnel, c'était encore davantage imbriqué. On est vraiment en plein dedans, là, effectivement. Sondage IFOP qui date déjà de 2016, donc qui en réalité est plus du tout à jour, hein. Mais c'est intéressant de voir qu'en 2016, ce sondage IFOP nous disait ça. Il nous disait 80% des cadres en France se connectent sur leur temps personnel. Donc là, on est à 80%. J'ai l'anecdote en formation d'une personne moi, qui m'a dit, c'était un manager hein, en l'occurrence, qu'elle s'enfermait dans les toilettes pour répondre aux mails, pour ne pas que sa famille le voit, parce que sa famille était excédée de le voir répondre à ses mails sur son temps de travail. Alors bien sûr, c'est peut-être un peu poussé, c'est peut-être anecdotique, mais je trouve que l'anecdote vaut le coup d'être citée. Un salarié sur 2 aujourd'hui déclare ne pas pouvoir se déconnecter plus de 3 heures sans que ça pénalise son travail. Si je me déconnecte complètement pendant 3 heures, je suis en stress et ça risque de pénaliser mon travail. Je peux vous dire que c'est un fléau d'ailleurs en tant que formateur. Moi, en formation, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire arriver à capter l'attention des gens pour faire en sorte qu'ils ne soient pas sur leur portable pendant une journée complète ou presque, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est une difficulté. Quand je disais tout à l'heure que l'arrivée du numérique, ça se manage et ça demande de nouvelles compétences, on est vraiment en plein dans le sujet. Parce que si vous ne savez pas manager ça, vous êtes dans des tensions permanentes, bien entendu. Sachant par ailleurs que donc, je vous disais, hein, j'ai parlé de la captologie tout à l'heure, l'économie de l'attention. Il ne faut pas oublier que l'attention, ça fait partie des 4 fameux piliers de l'apprentissage. Donc, quand vous êtes en réunion ou en formation et que vous n'activez pas ce pilier-là, vous êtes quasiment sûr de passer à côté de quelque chose. Je suis tombé hier soir sur une étude, donc on était là bien sûr sur la question de l'hyperconnexion, hein, comme ça a été d'ailleurs dit par l'une des personnes qui nous écoutent, pardon.
Donc, je suis tombé sur une étude hier soir de Kaspersky Lab qui date de 2015. Vous savez, c'est cette grande firme russe, vous avez déjà vu passer ça, je pense, hein, qui est spécialisée dans la sécurité des systèmes informatiques, qui a fait une étude en situation réelle avec 4 niveaux d'utilisation de portable dans les organisations. C'est-à-dire une situation où il y en a qui avaient le portable dans leur poche, le smartphone dans leur poche en permanence, une situation où le portable est à disposition pas loin, une autre dans un tiroir fermé, et une autre où il n'y a pas de portable du tout. Je vous le fais très court, hein. Mais la différence qui s'est présentée entre celui qui a son portable à portée de main en permanence et celui qui n'y accède pas est une différence qui a été observée sur la question de la productivité. Et en l'occurrence, le fait d'avoir son smartphone à portée de main diminue de 26% la productivité. Là encore, on est dans un sacré paradoxe, parce que c'est contre-intuitif. On se dit, j'ai mon portable, comme ça je peux faire plein de choses en même temps, comme ça je suis plus productif, je suis plus efficace, etc. Et en fait, c'est l'inverse qui a été démontré par cette étude de Kaspersky Lab. Je ne sais pas si elle fait foi sur toutes les organisations, dans toutes les circonstances, etc., parce que je n'ai pas eu le temps d'aller fouiller, j'ai eu l'information hier soir. Mais c'est quand même encore quelque chose qui mérite de nous faire réfléchir, et notamment sur cette notion de contre-intuitif. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'interviens sur les notions de complexité, j'interviens sur les biais cognitifs. Il y a un webinaire qui est en ligne porté par le FQM sur le sujet. C'est vraiment important de voir à quel point on n'a pas conscience, en fait, de ce que le numérique vient impacter nos comportements, en fait. Et on a même l'impression qu'il nous apporte des choses, alors qu'en réalité, il peut nous apporter le contraire. Et par ailleurs, on a du mal à accepter que c'est vrai. Je le disais, c'est un piège séduisant et on a du mal à accepter que c'est vrai. Ça nous fait mal d'accepter cette réalité-là très souvent. Par ailleurs, on le sait aussi par différentes études, l'hyperconnexion provoque une diminution de la créativité, une diminution de la concentration, je le disais, une diminution de la sociabilité, on était sur la question de la qualité des relations de travail, et une augmentation du stress. Et là, j'ai une intervenante à nouveau à la Fabrique du Changement que j'ai entendu dire qu'il y a une étude d'Ericsson, cette fois, qui a démontré que lorsqu'on attend un téléchargement et que ce téléchargement peine à arriver, ils ont mesuré une augmentation du rythme cardiaque qui est liée au stress à hauteur de 38%. Voilà. Alors encore une fois, il faut se méfier de tous ces chiffres, hein, j'en ai bien conscience, mais j'essaye justement de réveiller les consciences avec ces chiffres-là, tout en ne tombant pas dans le piège non plus du chiffre choc, mais c'est quand même intéressant, je trouve, de se pencher sur ces questions. On a abordé les signaux fantômes, les vérifications compulsives, la nomophobie, l'oversharing, la FOMO, le phubbing, et j'aborde maintenant la question du blurring, à nouveau un anglicisme barbare, mais tout blur en anglais c'est brouillé, on pourrait dire que ça se traduit par brouillé, et donc c'est un peu le brouillage des frontières entre la vie privée, la vie professionnelle et la vie sociale, mais on l'a déjà abordé finalement de plein de manières, donc je vais passer assez vite sur le sujet. Quelques éléments de synthèse, alors pas forcément de conclusion, parce que je me rends bien compte que peut-être certains d'entre vous attendent des outils, certaines d'entre vous attendent des outils. J'en aborderai quelques-uns après, mais en élément de synthèse, je me disais que plus que jamais, le numérique nous pousse un peu dans une société où on parlait de l'instantanéité en début de mon propos, on est dans une quête de plaisir, en fait. Et de plaisir, le plaisir étant instantané, c'est l'une des différences qu'on peut éventuellement faire avec le bonheur. Le bonheur, on va plutôt être sur le long terme. Le plaisir, c'est l'instantané, c'est immédiat. D'ailleurs, le plaisir, ça va être la dopamine. C'est d'ailleurs la molécule que vous avez sous les yeux, en haut à gauche de l'écran. Et puis, quand on parle de bonheur, on associe plutôt ça à la sérotonine. Voilà, on est sur des notions assez différentes. Donc, ça nous pousse vers la notion de plaisir instantané, avec ce fameux circuit de la récompense, hein, qui est recherché par les concepteurs de logiciels et d'applications. C'est un premier élément, et puis, et là je m'appuie sur la pensée d'Étienne Klein, que j'aime beaucoup, qui est à la fois philosophe et scientifique, qui dit qu'on ne parle plus vraiment de progrès aujourd'hui, en réalité. On parle vraiment d'innovation. C'est-à-dire que la technologie n'est plus forcément synonyme de progrès, elle est plutôt synonyme d'innovation. Ça m'intéresse beaucoup, je trouve que ça en dit assez long. Le progrès, quand on parlait de progrès, était plutôt lié à des besoins fondamentaux. L'eau courante, le frigo, le train, voilà, c'est-à-dire manger, boire, se déplacer, des choses comme ça. On a l'impression aujourd'hui que le numérique, on est plutôt sur le luxe, le superflu, des choses comme ça. Alors je mets des bémols à ce que je dis, hein. Je me rends bien compte que je suis très incisif dans mes propos, et c'est pour ça que j'ai commencé le webinaire en disant, attention, le numérique apporte énormément de choses très intéressantes. Mais on ne doit pas tomber dans le sophisme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a plein de choses intéressantes qu'il faut accepter tout le reste, et ne pas se méfier de tout le reste, ou à tout le moins, gérer tout le reste. Je le disais, il faut le manager, l'arrivée du numérique dans nos organisations. Donc,
le numérique apporte beaucoup de superflu. Alain Damasio, qui est un romancier de SF, entre autres, hein, que j'aime beaucoup, dit toujours le numérique vient outiller nos paresses. En fait, il vient outiller nos paresses. Et j'ai une anecdote d'un enfant que j'ai croisé il y a quelques semaines et qui a inventé, sans le savoir, un mot qui a fait un néologisme et qui m'a dit « j'ai l'impression qu'on a déprogressé ». J'aime beaucoup cette notion-là. J'ai l'impression qu'on a déprogressé avec le numérique. Et simplement, histoire de sourire un peu, on a ici la pyramide de Maslow que maintenant pratiquement tout le monde connaît, avec les premiers besoins qui sont à la base de la pyramide, même si, entre parenthèses, cette pyramide est très contestée et très contestable. Et j'ai l'impression qu'on pourrait ajouter ça aujourd'hui à la pyramide de Maslow. Autre point dans les éléments de synthèse qui me plaisait d'aborder, c'est, je le disais tout à l'heure, moi quand on me parle de technologie numérique, et notamment au travail, je réponds sciences humaines et sociales, qualité de la relation de travail. Voilà, c'est mon premier réflexe. Je ne réponds pas numérique, je ne réponds pas sur le même plan. Les salariés aujourd'hui, on l'a vu, hein, sont à la fois demandeurs, dépendants et je dirais dépassés par le numérique et parfois sans forcément s'en rendre compte. Donc ça se manage vraiment. J'ai vu aussi en préparant encore une fois ce webinaire qu'il y a un phénomène, c'est un phénomène hein, qui est récemment défini, ou en tout cas abordé par les sciences des organisations et qui s'appelle le paradoxe de l'autonomie. C'est-à-dire que l'autonomie que nous apporte le numérique, en même temps devient un asservissement qui lui-même alimente la dépendance au numérique. Je parlais de labo ici hein, tout à l'heure avec la notion de servitude volontaire, on est encore dans ces notions-là. Et le manager, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi l'une des premières missions du manager? C'est de travailler justement sur la qualité de la relation. C'est ce qui fait qu'ensuite les équipes fonctionnent bien derrière. Et dans un monde de plus en plus numérique, pour le coup, je ne pense pas que ce soit utile de former les managers aux sciences sociales. Je pense que c'est indispensable en réalité. C'est fondamental. Et si on ne se réveille pas, à mon sens, sur ce sujet-là, on va au-devant de quelques inconvénients en termes de management dans les organisations. Je pourrais aussi citer le chiffre qui circule beaucoup, qui nous dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui, notamment, bien entendu, à cause du numérique, ou grâce au numérique, si on le prend sous un autre angle. Mais quel impact ça va avoir, ça, au sein de nos organisations? C'est demain, on sera toutes et tous encore en poste, pratiquement. C'est vertigineux. Est-ce qu'on en prend la bonne mesure? Est-ce qu'on manage ça de la bonne manière en l'anticipant? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Et puis, sous forme de clin d'œil, peut-être, mais... j'entends beaucoup autour de moi des gens qui me disent, quand ils voient le type de robot que vous avez en bas à droite, ça me fait flipper quoi, de voir ce robot-là. C'est-à-dire qu'il est très ressemblant avec l'être humain. Tout le monde a peur que les machines ressemblent à l'homme, en fait. Là encore, moi, j'ai plutôt peur de l'inverse. Puisque tout est data partout. Moi, j'ai plutôt peur que l'homme ressemble à une machine, parce que tout est donné dans tous les sens. Quand je dis données, c'est la data. Hein. On administre aujourd'hui des rôles fonctionnels, des chiffres, etc., plutôt que de faire vivre des collectifs, faire exprimer des compétences, des envies, etc. Le nombre de fois où j'ai vu des situations où dans une relation interpersonnelle, les gens disaient « Non, mais le tableau de reporting des indicateurs qualité, c'est urgent, il faut que je l'envoie au chef ce soir. » Et du coup, on discutera de ton problème après. La qualité de la relation passe après le traitement des datas. Je sais que je le caricature un peu, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est l'histoire, encore une fois, de réveiller les consciences sur où sont les priorités. Ça me semble assez fondamental. Je jette un petit coup d'œil au temps, parce qu'on a été retardé un peu par les événements techniques tout à l'heure. Il me reste un quart d'heure, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais faire très court pour qu'il puisse y avoir quelques échanges. Première piste de travail, bon, elle est très simple, c'est effectivement d'intégrer une communauté Amish. Elle peut avoir ses limites. Alors, j'en connais une sympa dans l'Ontario, au Canada. Hein. Si vous avez des moyens, si ça peut vous intéresser, on peut échanger. J'ai découvert que la première règle des Amish, c'était « tu ne te conformeras point à ce monde qui t'entoure ». Bon, c'est une première piste, pas forcément la meilleure, je ne sais pas. La deuxième, c'est celle qui me tient probablement le plus à cœur, c'est se cultiver, s'informer, se former pour prendre la mesure des choses. J'aime beaucoup l'idée développée par Edgar Morin de la reliance, de l'interdisciplinarité. Par exemple, moi, pour préparer ce webinaire, je suis allé piocher dans la littérature. Je vous parlais du Salon Atlantide tout à l'heure. Je suis allé vraiment beaucoup piocher dans les sciences et dans les sciences cognitives, dans la philosophie, dans l'ethnologie, dans la sociologie, dans les sciences de gestion, plus terre à terre avec nos organisations. Et c'est vraiment, et là aussi, c'est l'une des mécaniques clés de l'apprentissage, c'est en croisant tous ces regards-là qu'on arrive à se forger une idée sur le monde et sur la place que prend le numérique, qui est le moins subjectif possible. Voilà. Et je pense que vraiment on gagnerait à injecter de la connaissance à tout niveau hiérarchique dans les organisations autour de ces sujets-là. Le deuxième point, c'est d'agir, c'est vraiment de mettre des choses en place très concrètes. Alors là,
rien que pour me le raconter, je vais citer Épictète, hein, ça fait toujours bien de citer Épictète, qui disait « N'agis que ce sur quoi tu as prise ». Alors, ça veut bien dire qu'on ne va pas changer le monde avec mon petit webinaire, et je ne suis pas en train de dire il faut lutter mordicus contre l'avènement du numérique, etc. J'ai commencé par dire le contraire. Le système est plus fort que nous. On est dans une société extrêmement numérique. On ne changera pas, y compris la politique numérique de nos organisations, etc., qui a d'ailleurs probablement sa raison d'être. Ce n'est pas ça le sujet. Par contre, on a du pouvoir d'action à nos niveaux. Et je vais continuer dans les minutes qui viennent à développer ce sujet-là. Donc, n'agis que ce sur quoi tu as prise. Moi, je l'entends aussi d'une autre manière, c'est-à-dire agis là où tu as prise. Agis. On peut tous être acteurs de quelque chose pour changer ça. Quelques exemples, mais je vais essayer d'être très rapide. C'est quand même d'avoir un réflexe de base, c'est de penser aux alternatives analogiques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup là que je fasse un PowerPoint de 12 diapos, ou est-ce qu'un petit schéma au tableau, ça ferait tout à fait l'affaire pour essayer de se sortir à chaque fois du piège de le numérique est là, donc je l'utilise. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Maslow, hein, quand vous avez un marteau, vous avez tendance à voir tous les problèmes comme un clou. Il y a plein de problèmes qu'on aborde et auxquels on réfléchit parce qu'on les réfléchit au travers de l'outil numérique qui est présent et qu'on a tellement l'habitude d'utiliser. En fait. Donc, après tout, est-ce que je peux me passer de l'outil numérique avec efficacité? C'est de se poser déjà cette première question-là. Moi, je pense aussi à repenser les lieux de réunion. J'ai eu l'occasion, par exemple, de faire une réunion dans cette belle serre du Jardin des Plantes à Nantes. Bah là, vous vous dites, je suis dans un environnement qui est plutôt dénumérisé, si je puis dire. D'ailleurs, il n'y a pas forcément l'électricité ou pas, et ça m'oblige à être créatif, en fait, à penser à d'autres manières de faire ma réunion. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça à tout prix, hein, mais ça peut être des moments de respiration intéressants. Faire des vraies pauses. Le nombre de personnes qui disent non mais je fais une pause et les personnes partent avec leur portable et sont pendant 10 minutes sur leurs réseaux sociaux et ils reviennent ensuite devant leur ordinateur. Ce n'est pas une vraie pause. Il ne s'agit pas forcément d'aller faire du yoga ou de la méditation transcendantale, hein. Ce n'est pas ça le sujet. C'est simplement de faire une vraie pause sans numérique. Et pourquoi pas d'aller marcher 5 ou 10 minutes par exemple. Justement, marcher, c'est se déplacer. Là, j'enfonce une porte ouverte, mais je pense que ça aussi, on le connaît toutes et tous. Le nombre de fois où on envoie un mail à une personne qui est accessible à moins de 3 minutes de notre bureau en se déplaçant, c'est juste complètement fou en réalité. Avec tout ce que ça comporte derrière. Hein. Je vous expliquais la fameuse université de Chicago, tous les problèmes de compréhension. Enfin, on perd un temps fou en réalité en s'adressant aux gens par mail quand on peut s'adresser à eux par lien direct. Faire comme Ulysse, oui, c'est-à-dire s'attacher au mât pour résister au chant des sirènes. Hein. Donc ça, c'est dans l'Odyssée. Hein. Pourquoi je dis ça? On a vu que les outils sont conçus pour nous piéger. La fameuse captologie, le fameux circuit de la récompense. Donc il y a des moments où il vaut mieux se dire je ne prends pas mon téléphone plutôt que de se dire je vais résister à la tentation. C'est très dur de résister à la tentation. C'est très très dur. Y compris sur les newsletters. Je vais prendre un autre exemple très trivial pour essayer de m'ancrer vraiment sur notre quotidien. On reçoit plein de newsletters dans tous les sens et vous avez des newsletters. Et quand vous lisez une newsletter ou quand vous lisez quelque chose en ligne, on vous propose à droite de l'écran les 10 réflexes pour reprendre le pouvoir sur votre smartphone, les 4 clés pour être un manager performant, etc. etc. Enfin, tout est étudié pour nous donner envie de cliquer, en fait. Donc, on peut aussi couper toutes ces choses, toutes ces notifications, toutes ces newsletters qui nous arrivent et les choisir autrement. Voilà. Et ne pas prendre son portable dans une réunion qui dure 1 heure, a priori, ça ne pose pas forcément de problème, quoi. Encore une fois, évidemment que certains qui sont en train de m'écouter se disent « Non, mais moi, j'ai besoin de le prendre, etc. » Oui, il y a des situations où c'est important d'avoir son portable sur soi. Mais elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreuses que ce qu'on croit. Tout à l'heure, j'ai abordé la question de la data et de la donnée qui est partout. On passe un temps fou dans des reportings aujourd'hui, dans des processus, des procédures avec des données dans tous les sens. Il y a des solutions pour simplifier ça. Il y a un petit exemple à gauche que je tiens d'un formateur il y a de nombreuses années qui m'avait présenté cet exemple-là, d'un rapport d'activité qui tient en 1 page, 4 cases, 24 infos. Je ne vous dis pas que c'est le modèle idéal, mais réfléchissons à la question des données qu'on met dans nos reportings et qui sont liées en fait à la profusion de données rendues possibles par le numérique en réalité. Toutes ne servent pas, mais comme on a la donnée, comme on a l'info, on la fait circuler et on la met dans le reporting. Acheter un réveil. On a vu tout à l'heure en début de propos que c'était relativement catastrophique de garder son téléphone portable à côté de soi quand on était en train de dormir. Et puis donc savoir éteindre son téléphone, mais j'enfonce des portes ouvertes. La question du chat, je vois beaucoup de très mauvaises utilisations du chat dans les organisations. Est-ce que le chat est utile? Si oui, en quoi il fait doublon ou pas avec les mails, etc.
apprendre à couper ses réseaux sociaux, apprendre à supprimer ses notifications. Il y a une personne qui intervenait à ce sujet tout à l'heure. Je vais très vite parce que, sincèrement, ce sujet m'intéresse beaucoup moins. Puisqu'en réalité, on trouve ça dans tous les guides. Donc, je ne vous apprends rien en développant ces sujets-là. Mais je ne voudrais pas qu'on me reproche de ne pas avoir abordé ces clés-là. Si je vais sur les mails cette fois, ben oui, on évite de rédiger des mails qui appellent plein de réponses, par exemple. On opère des tris automatiques, pourquoi pas. Encore une fois, on restreint ces newsletters qu'on reçoit par mail. On s'organise avec des plages horaires de consultation. Et par exemple, ce n'est pas la peine de consulter son mail le matin en arrivant à 8 h au travail. Si vous avez déjà débauché à 18 h 30, normalement, il ne s'est rien passé pendant la nuit. Et vos priorités à vous doivent être prioritaires sur les priorités des autres, c'est-à-dire les mails que vous aurez reçus. Il y a plein d'astuces comme ça, on pourra en discuter longtemps. Soigner son message d'absence. Je ne suis pas là, je ne serai pas disponible, point. C'est pas envoyez-moi un mail si vraiment c'est urgent, je le consulterai éventuellement tous les 2 jours, ce genre de choses. Alors, les mails TTU, mails très, très urgents. Les mails sont par définition des outils asynchrones. D'accord ? Ça pollue vraiment nos organisations. Hein. La fameuse phrase si tu étais au courant, je t'ai envoyé un mail. Non, quand on envoie un mail, on ne sait pas si l'autre va le lire, comment il va le lire, comment il va l'interpréter, etc. Et en tout cas, ce n'est surtout pas un outil de gestion de l'urgence. Donc, un petit réflexe à avoir tout bête. Dès que vous mettez le mot urgent dans l'objet du mail, dites-vous que vous faites fausse route. Ce n'est pas possible. S'il y a le feu à votre maison, vous n'envoyez pas un mail aux pompiers. Donc, une urgence, elle ne se traite pas par mail. C'est impossible. Voilà, petit outil mémotechnique, ne mettez plus jamais, s'il vous plaît, le mot urgent dans l'objet de vos mails. Ça ne fait pas sens. Le mail est un objet asynchrone. Toujours dans les mails, pour éviter les confusions, les caractères agressifs, on ne met pas de gras, on ne met pas de souliers, on ne met pas 4 points d'exclamation, etc., etc. Dès qu'on voit un mail avec des échanges de ping-pong, 2, 3 retours de mail, on est dans une conversation, le mail n'est pas fait pour ça. Je parlais des chats tout à l'heure, donc il faut stopper les conversations. Et en tant que manager, il faut savoir aussi manager ça. Se mettre d'accord sur les conditions d'utilisation, et si ces conditions d'utilisation ne sont pas respectées, ça nous autorise à stopper les conversations en disant « hop, attention, on n'est pas sur le bon canal là ». Évidemment, éviter les répondre à tous. Évidemment, donc je le disais, éviter les questions, soigner la courtoisie. Alors, la tarte à la crème, le mail sous émotion forte. Si vous êtes vraiment énervé, que vous avez besoin de coucher ça sur le papier, allez-y, écrivez votre mail, mais ne l'envoyez pas. Et d'ailleurs, ne commencez pas par mettre le destinataire, hein, ne mettez rien, écrivez-le juste et reprenez le mail le lendemain matin. C'est d'une richesse en enseignement, enfin on ne se reconnaît plus le lendemain matin quand on relit le mail qu'on a failli écrire sous émotion forte. C'est d'ailleurs valable, y compris sur les émotions agréables. Hein. Je ne vais pas dire positives, parce que toutes les émotions sont positives, elles nous apprennent quelque chose. Mais sur les émotions agréables, parfois on est dans l'euphorie, et on envoie un mail incroyable dans l'euphorie qui se veut positif, et puis on le regrette le lendemain. Donc quand je détecte une émotion forte, je me garde de faire quoi que ce soit, en gros, tout simplement. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est un sujet, la question du numérique, et donc la question des mails là que j'aborde. Et donc, il faut en parler, il faut co-construire des règles de fonctionnement. Les règles, elles ont vocation à évoluer, donc il faut des espaces de discussion dans lesquels on revoit ces règles-là. On a la possibilité de dire ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, etc. Bien sûr, encore une fois, il faut se former, et j'insiste, il ne faut pas se former juste à l'outil numérique, il faut se former à l'impact qu'il a sur la qualité des relations. En quoi ça fait problème ? L'affaire Mila, hein, vous avez entendu, plein de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, disent moi j'ai juste envoyé un message, je ne sais pas si j'ai grave que ça. Moi j'ai juste envoyé un mail, je ne comprends pas pourquoi mon collègue se met dans cet état-là. En fait, c'est d'une puissance considérable. Un mail qui est mal rédigé ou mal interprété, quand on le reçoit, ça peut faire des dégâts considérables. Il faut vraiment se former à ces impacts-là et pas juste à l'utilisation de l'outil, j'insiste. Et puis, de manière provocatrice, un peu, je dis arrêtez les réorganisations. Mais parce que bien souvent, quand les dysfonctionnements, certes, reposent parfois dans les organisations, mais bien souvent, ils reposent dans des problèmes de compétences et des problèmes de qualité de la relation de travail. Une belle équipe avec une organisation moyenne fait un travail bien meilleur qu'une équipe qui ne s'entend pas avec une excellente organisation. D'accord ? Et donc ça, pourquoi je dis ça ? Je fais le lien avec cette question de gestion des mails, de co-construire une relation de travail satisfaisante. Si vous êtes dans un open space et que vous avez toutes vos notifications qui sonnent sans arrêt, que ça énerve votre collègue, mais il vous aime bien, donc il n'ose pas vous le dire, etc., etc., ce qu'on appelle la collection de timbres en psycho, ça finit par éclater en termes de relation de travail. Et ça finit par éclater pour des raisons qui sont des mauvaises utilisations de l'outil numérique, j'insiste. Donc tout ça doit se manager, doit se discuter. Et voilà, j'avais envie d'attirer votre attention là-dessus aussi. Aujourd'hui, et comme le temps passe, je m'arrête là, quoi qu'il en soit. Il nous reste 5-6 minutes pour échanger, c'est un peu court, mais les bugs techniques ont provoqué ce retard, j'en suis désolé. Merci Fabien.
Ça nous fait bien réfléchir en tout cas sur notre usage du numérique. Donc Tant merci mieux. pour ton éclairage. Tant mieux, super. J'en profite avant les premières questions pour dire que là, j'y suis allé un peu fort, j'en ai conscience, et puis j'y suis allé un peu avec une posture de sachant en assénant des vérités. C'est pas du tout mon objectif, hein. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse y réfléchir dans son coin. Il y a probablement des choses qui sont contestables ou nuançables, etc., dans ce que j'ai dit. Et tant mieux, c'est tant mieux. Mais simplement qu'on prenne le temps de réfléchir à ces questions-là, moi, m'importe beaucoup, encore une fois. Et je le dis voilà, en appuyant sur le côté modestie, et je ne voudrais pas passer pour un sachant sur le sujet, mais plutôt essayer de réveiller les consciences, quoi, et qu'on ne s'endorme pas là-dessus. Donc si vous souhaitez intervenir, enfin faire part de votre avis ou poser des questions, vous pouvez le faire soit via le chat, sinon vous pouvez aussi ouvrir votre micro et puis prendre la parole. N'hésitez pas. Il y a Nelly dans le chat qui dit « Merci beaucoup, c'est très enrichissant et effectivement, ça fait réfléchir. En perso, un week-end sans smartphone ?» Point d'interrogation. Encore une Oui. fois, je n'assènerai pas de vérité sur les solutions, mais merci pour ce retour en tout cas. Moi, je voulais faire une petite reconnaissance. Je trouve que c'était pas trop extrême en fait. Je trouve que c'était intéressant d'avoir factuellement des choses qui se passent. Moi, je suis confronté à ça en tant que responsable d'informatique dans ma petite entreprise et j'essaye de mettre en place des outils pour que chacun trouve sa place dans les outils numériques et justement principalement autour des mails et de la conversation écrite comme le clavardage, parce qu'on est une société canadienne. Et je trouve que le terme est vachement intéressant, clavardage, puisqu'on bavarde au clavier. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, je me pose la question de même aller un peu plus loin, d'essayer d'imposer des réunions où vraiment on met chaque appareil dans une bannette ou quelque chose et essayer de proposer des choses un peu plus analogiques. On a de la chance d'avoir vraiment dans cette société un réel soin d'attention à l'autre et de convivialité. Et je pense que souvent, moi, je me suis retrouvé longtemps, plusieurs fois, là, et surtout dans le reporting, où tous les trimestres, on nous assène 3 heures de chiffres, où au final, on se dit, mais OK, bah, moi, ce que j'en tire, c'est juste que les résultats sont bons et ça, c'est cool, quoi. Donc, aller plus à l'essentiel des choses pour pouvoir justement créer plus d'humanité autour. Moi, c'est ce que je retiendrai de ce webinaire et je vous remercie beaucoup pour ça. Merci Étienne pour ce retour et pour compléter. Alors d'abord, merci pour le clavardage que je ne connaissais pas du tout. Je trouve ça excellent. Je trouve que ça dit beaucoup de choses. C'est très très bien. Donc merci pour ce petit mot-clé que je réutiliserai certainement. Sur la réunion sans numérique, je veux juste apporter un petit, sans smartphone par exemple, un petit complément d'information pour dire que c'est possible. Alors je l'ai fait pour le coup, je l'ai testé. Simplement, j'ai bien conscience que ça ne se fait pas sans contexte. C'est-à-dire que moi, je l'ai testé avec des collaborateurs qui étaient sous ma responsabilité depuis de nombreux mois déjà, et que petit à petit, on crée un contexte, on établit des règles de confiance, etc., etc. Ce qui fait qu'un beau matin, je leur ai dit, voilà, je vais vous présenter le plan d'action, et pour présenter ce plan d'action, on a fait tout un tas de jeux, des choses comme ça, et ils ont dû poser leur portable à l'entrée de la réunion. Il y avait 35 personnes quand même. Simplement, moi, je m'étais arrangé avec l'une d'entre elles pour qu'il y ait une astreinte qui soit efficace, parce que bien sûr, il y a quand même des choses à régler. Mais donc, c'est vraiment tout à fait possible. Et quand je disais tout à l'heure, on peut y aller, on peut commencer par des petits pas. Oui, on peut tenter des choses. Une réunion sans portable, c'est possible. Mais il faut que le terrain soit préparé, parce qu'il ne faut pas que ce soit contre-productif et qu'on ait tout le monde qui se retourne contre nous. Et puis, sur le point du reporting, moi, on aurait pu faire une intervention de 3 heures, mais il y a un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la quantophrénie. C'est-à-dire cette avalanche de données qu'on utilise dans tous les sens avec des processus, des reporting, des outils d'indicateurs qui n'ont parfois plus ni queue ni tête en réalité et qui servent à se rassurer ou à rassurer l'autre en fait. Parce qu'en réalité, on est gouverné par nos peurs, nous tous dans la vie comme dans la vie professionnelle. Et pourquoi on produit des indicateurs? Parfois, c'est pour se rassurer, c'est pour rassurer le chef, c'est pour montrer qu'on produit quelque chose et du travail, etc., etc., etc. Et donc ça, c'est un vrai sujet, mais il faudrait 1 heure de webinaire pour développer la quantophrénie. Mais on veut tout mesurer, alors que tout ne se mesure pas. Et notamment, c'est très difficile de mesurer la qualité de la relation humaine, alors que c'est le sujet central. Ça, c'est essentiel. Et puis, deuxième point que j'allais aborder, il est en train de m'échapper. Tout ne se mesure pas. Et puis, oui, tout ce qui se mesure ne compte pas.
Einstein disait tout ce qui compte, tout ce qui se compte ne compte pas forcément. Donc c'est aussi de prendre du recul par rapport à ça. Donc merci Étienne pour ce retour. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit « N'oubliez pas de mettre vos outils numériques en mode silencieux, surtout si vous rencontrez Fabien. » Non, je ne suis pas du tout un ayatollah de la question, je vous rassure. Non, par contre, allez, j'en remets une petite couche quand même en attendant une prochaine question. C'est que là, je me suis centré, et c'est l'objet bien sûr, sur la question du travail et de l'impact dans nos relations de travail. Et moi, je suis un ancien manager et je suis formateur en management, donc j'ai une sensibilité à ça. Mais imaginez que je sois allé sur la question de l'environnement ou sur la question sociale, sociétale. J'ai eu la chance de voyager dans la région du Kivu. Alors moi, c'était au Rwanda, mais au Kivu, il faut savoir que le Kivu est ravagé par l'extraction du minerai qui s'appelle le coltan, dont on extrait le tantal, qui vient équiper nos outils numériques. C'est-à-dire que le fait pour nous d'être dans le confort, on change de smartphone tous les 2 ans et demi, grosso modo. Le fait de vouloir ce confort-là provoque des maladies et des morts à l'autre bout de la planète. C'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est des vrais sujets aussi qui sont des sujets de société, et la question de l'égalité à l'échelle de la planète est fondamentale. Mais je m'égare, mais c'est pour vous dire à quel point la question du numérique est globale et impactante, quoi. Alors, il y a une personne qui pose une question dans le chat. Donc, merci pour ce webinaire. Cela fait peur pour la qualité des relations humaines. Quand on voit que nos jeunes collégiens, lycéens sont déjà sur numérique, tablettes notamment, en cours, et au quotidien avec leur smartphone, ils sont déjà greffés. Où va-t-on? Non, mais moi, je garde toujours un discours positif, comme le disait Épictète, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a moyen de faire des choses, il y a moyen d'agir, en tout cas, chacun à notre niveau, ne serait-ce que pour être en phase avec nous-mêmes et pas être dans ce que Festinger appelait la dissonance cognitive, quoi. C'est-à-dire, au moins, nous, à notre niveau, on peut prendre la main. Moi, ce que je trouve très intéressant quand même, s'il y a des managers et des manageuses qui nous écoutent, c'est de voir, et je l'ai vraiment expérimenté, de voir à quel point, à l'échelle de micro-organisations, donc d'équipes de travail, on est en capacité de faire basculer les choses et de retrouver une dynamique de travail et une qualité de relation différente grâce à une nouvelle utilisation du numérique et à l'amoindrissement de l'utilisation du numérique. C'est vraiment possible. On peut, au moins à ce niveau-là, on peut garder de l'espoir sur la qualité des relations de travail, quoi. Et puis, il faut en parler, voilà. Faut se mettre d'accord sur les différentes formes d'utilisation. Je sais pas si excusez-moi, mais oui. Par rapport aux jeunes, moi j'ai vraiment l'impression à l'heure actuelle, j'ai coupé ma caméra, j'ai vraiment l'impression qu'à l'heure actuelle, ils ont d'une certaine façon la chance de pouvoir filtrer beaucoup plus facilement, et qu'au final, il y a beaucoup d'informations qui passent à la trappe. Enfin, je sais pas, ils ont une qualité de gestion de la notification. Moi, je le vois sur les stagiaires et les nouveaux arrivants dans l'entreprise. On n'a pas l'impression qu'ils sont perturbés par la notification. Ils savent même mieux les gérer, et puis ils ignorent plus facilement des choses, alors que d'autres personnes qui ont moins cette habitude, et c'est pas une question d'âge, eh bien, j'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, chaque notification, ceux qui sont particulièrement attachés au mail, par exemple, sont très attachés et dès qu'il y a une notification, que ce soit un spam ou quelque chose d'important ou urgent, eh bien, ça devient le truc qu'il faut absolument gérer maintenant. Et ça va même plus loin, c'est que j'ai même eu l'expérience de certaines personnes qui arrivaient, de jeunes personnes qui ne savaient pas utiliser un ordinateur, mais seulement une tablette ou un smartphone. Le sujet, il est vraiment extrêmement complexe. Je ne vais pas répondre là à la remarque d'Étienne, que je prends plus comme une remarque que pour une question. Mais pour le coup, quand je dis il est complexe, ce n'est pas du tout pour botter en touche. C'est que les chercheurs aujourd'hui ont même y compris du mal à se positionner. Et puis le champ est très vaste. C'est-à-dire sur la question de l'intergénérationnel, je prenais l'exemple de l'article que j'ai lu ce matin au petit-déj dans Courrier International, qui tire la sonnette d'alarme sur les seniors en Chine qui sont aujourd'hui dépendants du numérique, et c'est leurs enfants qui leur disent d'arrêter. Et en même temps, on a plein d'études quand même sur la problématique des enfants avec les écrans, qui est de plus en plus avérée, malgré tout. Il y a encore quelques années, on se posait vraiment des questions.
Mais là, aujourd'hui, on arrive à démontrer qu'il y a des troubles de la parole, du langage, des troubles cognitifs, intellectuels, des retards, etc. On voit aussi des problèmes de posture physique, parfois chez les plus jeunes, au fil des années, avec le pouce et le dos un peu courbé. Enfin, il y a ce genre de choses qui apparaissent. Sur le sujet que vous évoquiez au tout début de votre propos, Étienne, la capacité à faire le tri. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même pas si évident que ça, notamment via les réseaux sociaux. Jeunes comme moins jeunes, hein, on est tous victimes de ce qu'on appelle la chambre d'écho, qu'on appelle aussi les bulles de filtre. C'est-à-dire que, évidemment, les algorithmes nous proposent ce qui correspond à nos appétences. Et en fait, on s'enferme dans notre vision du monde. Et si vous avez tous vos collègues dans un chat au travail ou bien tous vos copains sur un réseau social qui vous disent bah, c'est scandaleux ce qui se passe en France sur tel sujet, vous êtes convaincu et persuadé que tous les Français pensent ça en réalité. Et donc vous vous dites, vous êtes porté par ce qu'on appelle le conformisme, hein, les groupes sociaux, et vous y allez et vous tombez dans le panneau, alors qu'en réalité vous êtes peut-être 5% à penser ça. Voilà, c'est un vrai gros sujet et encore une fois on est victime malgré nous. Hein. Je vous invite éventuellement, hein, je touche rien, hein, mais si vous avez envie de consulter le webinaire sur les biais cognitifs, ces mécaniques-là du cerveau sont très intéressantes à ce titre-là. En fait, on est persuadé que nous, on y résiste, que nous, les chambres d'écho, les bulles de filtre, non, on est capable de faire la part des choses, etc. En réalité, c'est plus fort que nous. Donc, on est victime de ça. Si on va sur les réseaux sociaux, on est victime de ce phénomène-là de manière quasiment inévitable. C'est très compliqué de lutter contre. Je vous enverrai d'ailleurs par email le lien vers ce webinaire sur les biais cognitifs. Et puis on en a organisé un autre aussi en début d'année sur le thème du numérique training, donc le numérique responsable. Donc il y a ce volet environnemental et aussi sociétal comme tu l'as expliqué. Comme ça, vous pourrez y jeter un œil si ces deux sujets vous intéressent. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques sur le sujet ? Non? Bon, bah, je vous propose qu'on clôture alors. Merci beaucoup Fabien d'être intervenu pour toutes ces pistes de réflexion. Et merci, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Et éteignez bien vos ordinateurs et vos smartphones après.